merci aux organisateurs du FIG de nous avoir invités à discuter de ces enjeux de transition énergétique cet après-midi. Et à modérer cette table ronde dans un FIG qui porte sur la thématique de l'urgence. Donc cette année, le FIG, il invite à réfléchir aux manières dont l'urgence refait surface dans nos vies, d'une manière ou d'une autre, et une de ces formes d'urgence dont il était question dans le petit argumentaire sur cette édition du FIG, c'est l'urgence écologique et climatique, qui amène à réfléchir les sociétés à leurs activités, à l'impact de leurs activités sur l'environnement. Et dans ce contexte général, dont vous avez déjà sûrement entendu parler dans un certain nombre de présentations, tables rondes auxquelles vous avez pu assister, la transition énergétique est l'une des réponses politiques qui est apportée à cette situation d'urgence et de crise climatique écologique. Depuis quelques années, la transition énergétique, c'est une expression qu'on entend beaucoup, qui est très présente dans les discours politiques, médiatiques. On a même un ministère de la transition énergétique qui a été créé l'année dernière en France. Il y a cette semaine, le président de la République a présenté aussi sa stratégie de planification écologique. C'est des mots qu'on entend beaucoup et du coup, l'idée de la table ronde d'aujourd'hui, c'est de voir concrètement qu'est-ce que ça peut être et surtout qu'est-ce que nous, en tant que géographes, on porte comme regard sur ces dynamiques, sur ces processus, sur ces politiques de manière plus générale. La transition énergétique, c'est un enjeu qui est technologique, c'est un enjeu qui est économique, puisqu'il faut l'idée, c'est de trouver des alternatives aux moteurs à explosion, aux ressources fossiles, mais c'est aussi un enjeu social, un enjeu politique, et c'est ce dont on va aussi parler aujourd'hui, puisqu'il s'agit de mettre en œuvre des politiques publiques, de repenser des modes des sociétés, des modèles de société, des modèles de gouvernance aussi, et c'est un peu de tout ça qu'on va parler aujourd'hui, en essayant de replacer ces urgences dont il est question dans le temps long et puis dans leur contexte géographique, historique, avec nos outils de géographes. Et avec les deux géographes qui sont en particulier présents avec nous cet après-midi. Donc, à ma gauche, Lise Desvallées, qui est géographe, membre du laboratoire TRI et titulaire d'une chaire junior à l'université de Pau et des Pays de l'Adour, qui porte sur les vulnérabilités énergétiques liées au logement et au transport en France, et qui, plus largement, a mené des recherches sur les trajectoires de transition des sociétés décarbonées en prenant la focale des inégalités sociales. Et puis, Théva Meyer, qui est maître de conférences en géographie et en géopolitique à l'université de Haute-Alsace à Mulhouse, au laboratoire CRESAT, et dont les travaux portent principalement sur les dynamiques spatiales du nucléaire et plus largement sur les questions des systèmes énergétiques et des transitions énergétiques. On n'est pas deux géographes, mais trois géographes, puisqu'à ma droite, c'est Audrey Serrandour, qui est aussi géographe, postdoctorante en géographie, spécialiste de la question des ressources et donc un peu aussi de l'énergie, et en particulier du lithium et du Chili. Merci. Alors, peut-être une première question pour poser les enjeux de cette transition énergétique dont on va parler dans l'heure et demie qui vient. Une première question, ce serait de se demander que finalement, qu'est-ce que c'est cette transition énergétique ? Comme beaucoup des expressions, des mots qu'on entend dans les discours politiques, médiatiques, c'est un peu une boîte noire et l'idée serait de l'ouvrir et de voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur et comment est-ce que vous, en tant que géographe, vous définissez ce qu'est cette transition énergétique. Comment est-ce que vous pourriez la définir et commencer à esquisser les enjeux que soulève cette transition énergétique ? Bonjour et merci d'être là aujourd'hui. Il faut que tu mettes le micro. Je peux le rapprocher ? Oui, comme ça. Je suis pas habituée. Je pense que si on doit définir la transition énergétique maintenant, il faut d'abord la replacer dans des modèles et dans des grands ensembles de politiques publiques, parce que ce qu'on observe quand on compare l'ensemble des projets de transition énergétique qui sont mis en France en ce moment en œuvre, c'est qu'ils peuvent être compris quand on les place dans l'ensemble des scénarios de transition énergétique tels qu'ils sont portés par exemple par l'ADEME ou par RTE, Futur énergétique, où partout il y a un curseur entre d'un côté on mise sur les changements de mode de vie et de l'autre côté on mise sur les changements technologiques, sur les évolutions technologiques. Et donc en fonction de là où on met ce curseur, on a un ensemble, un panel de scénarios de transition qu'on peut imaginer. Et
On observe aussi qu'un des scénarios qui est constant dans l'ensemble de ces projections, c'est un scénario qui mise énormément sur la technologie, et c'est un scénario qu'on peut comprendre par l'approche de la modernisation écologique. Et c'est une approche qui peut être définie comme reposant sur l'idée qu'en gros les problèmes environnementaux sont créés par la technologie, mais que c'est cette technologie et le capitalisme qui va aussi nous aider à résoudre les problèmes. Et qui repose aussi sur le principe qu'il faut une refonte, une restructuration de l'État pour répondre à ces problèmes, et finalement qui est une réponse, une forme d'intégration de la critique environnementale en disant, regardez, on a compris qu'il y avait des problèmes environnementaux, on va y répondre à travers la technologie. Et ce qu'on observe quand on compare l'ensemble des projets, que ce soit le stockage de carbone, l'énergie offshore, l'éolien offshore, l'énergie photovoltaïque, c'est que l'ensemble des projets, ils ont en commun ces ingrédients de la modernisation écologique. Donc moi je dirais, la transition énergétique, c'est telle qu'elle est mise en œuvre en France en ce moment, c'est une des manifestations de cette croyance dans la foi de la technologie. Alors moi, si j'essaye de définir avec vous ce qu'est la transition énergétique, j'aurais tendance à dire que la transition énergétique, c'est ce qu'on appelle en sciences humaines un signifiant vide. Qu'est-ce que c'est qu'un signifiant vide? C'est un terme sur lequel tout le monde est d'accord. On est tous d'accord pour aller vers une transition énergétique. Mais on est tous d'accord parce qu'en fait, on s'accorde sur le fait qu'on ne met pas de définition derrière. C'est-à-dire on donne un horizon, mais sans en fait se mettre d'accord sur le chemin, la trajectoire qui nous permettent d'aller vers cet horizon. Il y a beaucoup de signifiants vides dans nos concepts qu'on utilise en sciences humaines, mais en politique d'une manière générale. Et le fait que la transition soit un signifiant vide, ça a une conséquence qui nous intéresse, nous les géographes, c'est que du coup elle est hétérogène spatialement. Donc, si je suis à Abu Dhabi, la transition énergétique, c'est construire la centrale nucléaire de Baraka. Si je suis en Allemagne, la transition énergétique, c'est arrêter les centrales nucléaires. Donc, on a un signifiant vide. Et puis, si je dois être un peu plus critique, ou en tout cas, si je dois mettre l'épine plus profondément dans la peau, la transition énergétique, je dirais que c'est quelque chose qui n'a jamais existé. Puisque finalement, nos collègues historiens, ou certains de nos collègues historiens, viennent nous rappeler que nous n'avons, dans l'histoire de l'humanité, jamais, en réalité, vraiment connu de transition énergétique, puisque finalement, nous n'avons jamais arrêté de consommer du bois de chauffage, nous n'avons jamais consommé autant de bois qu'aujourd'hui, nous n'avons jamais autant consommé de charbon qu'aujourd'hui, nous n'avons jamais consommé autant de pétrole qu'aujourd'hui, nous n'avons jamais autant consommé de gaz qu'aujourd'hui, et que le problème, c'est qu'on a tendance à regarder ces chiffres-là avec un regard qui est proportionnel, on regarde des pourcentages. Si je regarde des pourcentages, évidemment, le charbon a baissé un peu, évidemment, le pétrole et le fuel a un peu baissé, mais si je regarde en stock, en volume concret, nous n'avons jamais arrêté de consommer plus d'énergie. Donc ça, c'est un premier problème que nous disent nos collègues. Nos deuxièmes collègues nous disent qu'en fait, parler de transition énergétique, c'est peut-être aussi avoir un regard qui est trop européano-centré. Quand on est dans des territoires en Afrique des Grands Lacs, la transition énergétique, aujourd'hui, c'est là d'abord la question de se passer du bois de chauffage et du fait de devoir marcher plusieurs kilomètres pour aller récupérer assez de bois et après chauffer le bois dans des habitats qui après vont entraîner des poussières, des fumées et contaminer les populations. Donc, si je devais être critique, qu'on doit être, entre nous ici aujourd'hui quand même un peu, la transition énergétique, c'est quelque chose qui n'est jamais arrivé, et voire même si j'étais, comme certains de mes collègues peuvent l'être, encore plus critiques, j'aurais tendance à dire que la transition énergétique, c'est un slogan politique. Et là, on doit faire une forme d'archéologie du terme, revenir un peu historiquement. Je vois beaucoup de cordons jaunes dans la salle, des enseignants, et vous le savez, vous êtes passé d'une période sur laquelle la grande thématique que vous deviez enseigner, c'est le développement durable, et puis après, on a eu un terme, on est passé vers la transition écologique, transition énergétique. En fait, le terme de transition, il a une archéologie particulière, il a été supplanté par celui de développement durable, mais en réalité il est utilisé dès le rapport Meadows, on parle de transition, pas de transition énergétique, mais on parle de transition, mais le moment vraiment où le mot transition va naître, c'est au moment de la crise énergétique, et en particulier sous l'administration Nixon aux États-Unis, qui face à des débats politiques anxiogènes sur la crise, a fait naître la thématique de la transition, qui était moins anxiogène et moins marqué. Et donc, finalement, ce que disent certains de nos collègues, c'est qu'on est face à un enjeu problématique,
qui est que nos sociétés sont devant une transition qu'elles n'ont jamais opérée auparavant, et un concept qui est un concept d'abord politique peut-être, avant d'être un concept scientifique. Donc c'est en grande partie une construction politique, une construction sociale, et on le voit qu'aujourd'hui ça se traduit, comme le disait Elise, dans des politiques qu'il faut mettre en œuvre, des politiques publiques, et quand bien même ce serait une construction, pour le coup, par tous ces matérialisations politiques, elle va avoir des conséquences, elle va quand même avoir des effets, et c'est ça aussi qui nous intéresse. Et donc une deuxième grande question sur laquelle je voudrais vous faire réagir, c'est de savoir quelles sont les transformations que devrait impliquer ou qu'elle implique effectivement cette transition énergétique, passer d'un modèle de production et de consommation d'énergie à un autre, d'un système énergétique à un autre. Finalement, ça nécessite des transformations technologiques, effectivement, mais ça nécessite aussi, ça implique des transformations sociales, économiques, politiques, géopolitiques. Donc, voilà, la deuxième chose sur laquelle je veux faire réagir, c'est ça, et peut-être un peu plus précisément, Lise, sur la manière dont la transition énergétique s'articule à ces problématiques de justice sociale sur lesquelles tu as travaillé. Donc concrètement, la transition énergétique, qui est-ce qu'elle touche et de quelle manière ? Eh ben, je vais repartir sur les scénarios de l'ADEME, qui propose 4 scénarios pour atteindre la neutralité carbone et qui chacun place le curseur à des extrêmes différents de la technologie ou les choix de société. Et les implications des choix technologiques, on en parlera plus tard, mais quand on place le curseur du côté des choix de société, vous avez les scénarios du type génération frugale. Et quand personnellement, avec mes étudiants, je teste la désirabilité des scénarios, j'essaye de les faire voter, donc j'ai des étudiants en licence, 20 ans, je dis qu'est-ce que vous voulez, et je pense qu'ils vont tous lever la main en disant « Madame, nous on veut décroître », et en fait pas du tout, ils ont très très peur de ces scénarios de génération frugale, ils disent « Mais vous n'êtes pas folle, Madame, on va pas rationner Netflix quand même ». Et donc ces scénarios-là de transition qui misent énormément sur des modes de société, ils sont difficiles à faire passer, y compris pour les jeunes. Donc ça a un impact sur l'ensemble des populations. Alors si on parle des populations vulnérables, là, c'est encore autre chose, parce que ce sont des scénarios qui misent sur des changements complets de mode de vie, que ce soit les modes de transport, les modes de consommation, en particulier d'alimentation carnée, que ce soit les sources d'énergie. Et moi, j'ai plus particulièrement étudié les cas d'Espagne et du Portugal, où il y a des éléments de la modernisation écologique qui ont été mis en place, c'est-à-dire le déploiement de ressources, d'unités de production d'énergie renouvelables, qui ont énormément misé sur la capacité de production et moins sur l'accessibilité financière de ces productions, avec une augmentation des prix de l'énergie très importante. On se retrouve à avoir un prix du kilowattheure aussi cher en Espagne qu'en France, alors que le SMIC est plus ou moins à 700 €. Donc avec des problématiques d'accès à l'électricité et au gaz qui existent ici, mais qui sont encore plus fortes là-bas. Et on se retrouve à avoir non seulement tout un ensemble de ménages qui, même pour des besoins du quotidien, ont du mal à payer leurs factures, non seulement tout un ensemble de défauts de paiement, mais aussi des mouvements sociaux qui se sont créés autour de l'accès à l'énergie, en particulier le mouvement catalan du droit à l'énergie, en même temps que fusionné avec un mouvement pour le droit au logement, qui dit on devrait établir par exemple des tarifs proportionnels de l'énergie. Plus on est pauvre, moins on doit payer. C'est pas normal que l'énergie, qui est un bien commun, qui est un bien de base, ait le même prix pour l'ensemble de la population. Donc c'est le genre de réponse qui a été donnée là-dessus, qui voit l'émergence, moi j'ai vu l'émergence en direct d'une politique et d'une problématique sociale autour de l'accès à l'énergie, avec l'idée, est-ce que c'est quelque chose qui va se reproduire en France dans les années qui viennent. Donc c'est des changements, la transition énergétique, c'est des changements technologiques, mais c'est aussi, comme tu disais, des changements de mode de vie. Et finalement, c'est aussi des changements de mode de pensée, de représentation qu'on peut avoir de ce que sont nos sociétés et quels doivent être les systèmes énergétiques qui y sont liés. Ouais, complètement, en fait, la grande difficulté quand on discute de transition énergétique, c'est que nous sommes tous pétris de ce qu'on appelle en sciences humaines des dépendances de sentiers. Qu'est-ce que ça veut dire des dépendances de sentiers ? Je prends un cas d'exemple qui est très simple. Notre aménagement du territoire, il a été produit autour
d'un système énergétique qui est celui-là de l'accès peu cher à la voiture et au pétrole. Et donc on a aménagé notre territoire autour du zonage. On a des zones commerciales, on a des zones d'habitation, des lotissements, on a des zones de travail, des zones d'affaires, on a des zones de loisirs. Notre aménagement du territoire s'étend, il s'étale. Or, tout ça, ça a créé une forme de dépendance au sentier, dépendance à un système énergétique qui est basé sur l'accès à du pétrole peu cher pour alimenter des voitures qui nous permettent de tout simplement de vivre dans cet aménagement qui est présent autour de nous. Or, le problème de cet aménagement, il a deux enjeux. Le premier, c'est qu'il est quand même matériellement ancré. Il est dans l'espace maintenant, il est là, les villes sont là, les aménagements sont ce qu'ils sont, et c'est extrêmement complexe de changer ces ancrages concrets. Mais derrière l'ancrage concret, matériel, économique, il y a un autre enjeu qui est celui des représentations. C'est-à-dire que nous avons associé un ensemble d'imaginaires à notre consommation énergétique. Bien sûr, on a associé à l'imaginaire de la voiture celui de l'autonomie, celui de la liberté, qu'on nous rappelle à l'aide de publicités qui associent la vente ou l'achat d'un véhicule à l'aventure, le départ, l'individualité, l'individualisme. Et donc, la question de la transition énergétique, c'est celle qu'on doit se poser sur ces représentations qui ont structuré la manière dont nous voyons le monde et nous voyons notre manière d'habiter le monde. Or, des changements de représentation, c'est pas des changements technologiques. C'est pas en changeant d'une technologie à une autre qu'on va modifier la manière dont on se représente l'espace, donc on représente la manière dont nous tous consommons l'espace qui est autour de nous. Et là, on est peut-être sur le point qui est le plus complexe, bien plus que des questions financières, bien plus que des questions technologiques, ce sont les questions derrière l'imaginaire que chacun d'entre nous mettons quand on appuie sur un interrupteur et qu'on allume la lumière. Oui, donc c'est des changements de technologie, des changements de société, des changements de représentation. Est-ce que, du coup, le fait de ça, c'est ce qu'il faudrait changer, aussi ce qui peut amener à une transition énergétique. Est-ce que le fait de mettre en place des politiques de transition énergétique, ça provoque aussi ou nécessite des changements des structures sociales, voire des structures politiques, des structures de pouvoir? Finalement, quand on fait la transition énergétique, est-ce que ce sont, ou on fait une forme de transition énergétique, en tout cas on met en place des politiques de transition énergétique, est-ce que ce sont certains acteurs qui vont avoir plus de pouvoir que d'autres parce que c'est pas au même échelon que va être mis en place une des technologies de la transition énergétique? Est-ce que ça donne donc plus de pouvoir à certaines, à certaines collectivités territoriales à qui on attribue ces compétences ou pas? Est-ce que vous avez des éléments l'un l'autre là-dessus? Oui, bien sûr, il y a des enjeux de pouvoir. Je voudrais revenir sur le principe de la modernisation écologique qu'on peut définir comme une espèce d'hybridation du gouvernement entre différentes échelles. C'est-à-dire que ça ne dépend pas d'une seule échelle, mais ça couvre l'ensemble des échelles politiques, l'échelle nationale, l'échelle locale. Il y a vraiment une hybridation entre les deux avec l'idée que c'est l'échelle nationale, en tout cas en France, qui donne les grands principes, qui fait la programmation pluriannuelle de l'énergie, la stratégie nationale bas carbone, et qu'ensuite ce sont les collectivités locales qui se saisissent avec les instruments qui sont disponibles à leur échelle, avec les limites de leurs compétences aussi, pour mettre en œuvre cette politique. Et quand on observe l'ensemble des projets de modernisation technologique, donc qui misent sur le stockage de carbone, la production d'énergie renouvelable, on se rend compte que cette hybridation, elle n'est pas du tout cohérente. C'est-à-dire qu'on n'a pas du tout un ensemble de la société qui se met en marche vers un objectif qui serait le zéro carbone à telle date. On observe par contre un ensemble de projets qui n'ont pas forcément une cohérence entre eux et qui surtout ne sont pas tous du tout menés à bien. Il y a un ensemble de contradictions à l'intérieur de la modernisation écologique, un ensemble d'échecs des projets. Si vous regardez le déploiement de l'hydrogène, il n'est pas du tout au niveau auquel on l'attendait. Et donc ce qui intéresse aussi, c'est ces contradictions à l'intérieur de la modernisation écologique, qui n'est pas du tout un bloc vers lequel on va ensemble, mais un ensemble de projets. Et je pense que ça, c'est à relier avec le discours, l'imaginaire qu'on a, parce que c'est pas seulement un discours qu'on a individuel, mais aussi un discours qu'on se raconte sur ce que c'est que la société française, sur ce que c'est qu'une région, par exemple, sur l'adéquation entre, par exemple, une forme d'énergie et une région.
Et une des conditions de l'opposition, ou au contraire de l'acceptation d'une technologie, elle est très très liée au récit qu'un lieu se raconte sur lui-même. Donc voilà. Théva ? Ouais, alors, le récit qu'on se fait sur soi-même, c'est absolument central. C'est parfaitement cadré comme ça. En fait, moi, ce qui me vient aussi à l'esprit, et un point auquel on doit faire particulièrement attention, c'est que si on pense une transition énergétique dont le moyen technique sont les énergies renouvelables. Dans cette situation-là, on doit prendre en compte le fait que un des éléments consommés le plus important, c'est l'espace. On a besoin d'espace pour des technologies renouvelables, pour que ce soit des éoliennes, pour que ce soit des panneaux solaires, pour que ce soit des biocarburants. On a besoin de consommer de l'espace. Et donc pour répondre à ta question, savoir comment est-ce que les transitions énergétiques redistribuent du pouvoir, en fait, elles redistribuent le pouvoir aux acteurs qui contrôlent le territoire et qui contrôlent l'espace. Et ça, on l'a vu parfaitement en Allemagne. En Allemagne, quand à partir des années 1990, début 1991, on a les premières lois qui emmènent le rachat d'électricité produit par des énergies renouvelables. Qui sont les premiers acteurs qui en profitent ? Eh ben, ce sont les agriculteurs. Parce que ce sont les agriculteurs qui contrôlent la plus grande partie des espaces qui sont utilisables. Alors, espace champ, mais aussi espace toit. C'est les agriculteurs qui ont les plus grandes surfaces disponibles en toit, sur lesquelles ils peuvent soit mettre des panneaux solaires pour leur propre consommation, mais en fait plus souvent mettre des panneaux solaires qu'ils vont louer à des entreprises productrices d'électricité. Et donc on va voir certains types d'acteurs qui contrôlent l'espace devenir ceux qui contrôlent l'énergie. Il y a un chiffre à avoir en tête. Aujourd'hui, il y a un agriculteur sur 5 en Allemagne qui est aussi producteur d'électricité. C'est 1 sur 5, ce qui est assez important, particulièrement pour des agriculteurs qui avaient des difficultés économiques. Je pense aux producteurs laitiers de Bavière qui ont réussi à survivre, entre guillemets, grâce à l'énergie. Donc d'abord les agriculteurs. Et puis après, il y a un deuxième type d'acteurs qui sont importants et qui sont les fonds d'investissement. Les acteurs qui ont la capacité d'acheter assez de terrain, assez d'espace pour faire de l'investissement. Ça, on l'a vu plutôt dans le nord de l'Allemagne, où c'est des grands fonds d'investissement qui vont acheter du terrain, qui vont acheter de l'espace sur lequel ils vont pouvoir mettre des énergies renouvelables. Donc ces acteurs-là, ils ont l'accès à l'espace nécessaire à la transition énergétique. Et puis après, il y a un autre type d'acteurs qui sont les propriétaires. C'est-à-dire ceux qui ont la capacité parce qu'ils sont propriétaires de leur propre maison, pouvoir placer des panneaux solaires sur leur toit et donc profiter des aides financières de l'État. Et ce qu'on a pu voir en Allemagne, c'est que la transition énergétique, parmi les nombreux débats qu'on peut avoir dessus, a amené un autre débat qui est à qui elle profite. Et derrière le à qui elle profite, en Allemagne, on a pu voir une balance problématique qui est que si toute la population paye des taxes qui permettent d'aller vers la transition énergétique, ceux qui en reçoivent les dividendes sont majoritairement des populations déjà aisées parce qu'elles sont propriétaires de logements assez grands sur lesquels elles peuvent placer des panneaux solaires. Donc ça a posé des questions qui sont assez sensibles en Allemagne parce que la transition énergétique, et là, en bon géographe du politique que je suis, ça redistribue les pouvoirs. Ça redistribue le pouvoir et ça le donne à certains acteurs au défaut d'autres. En tout cas, si on la laisse faire de manière non contrôlée, comme on a pu l'avoir, par exemple, outre-Rhin. Oui, en fait, on voit dans vos réponses qu'il y a une multitude d'acteurs qui sont impliqués. On parle aussi bien des fermiers, des propriétaires de terres que jusqu'au ministère, aux États, à l'ADEME, les différents acteurs que vous avez évoqués, qui donc forcément ont des intérêts différents, ont des motivations différentes, des échelles différentes auxquelles ils interviennent aussi. En géographie, vous avez déjà beaucoup parlé d'échelles dans vos réponses. Et finalement, donc, ce que tu disais, Élise, c'est un ensemble de projets qui n'ont pas forcément de cohérence entre eux. Et donc, la question que je pourrais vous poser là-dessus, c'est de savoir finalement, est-ce que des fois ça entre en contradiction ? Tous ces acteurs qui ont des intérêts qui peuvent être potentiellement si divergents et qui interagissent à des échelles si différentes, est-ce que ça peut avoir des effets contradictoires ? Et donc, typiquement, est-ce que les stratégies de transition énergétique qui sont mises en place par l'État à l'échelon national peuvent entrer en contradiction avec des objectifs sociaux à l'échelle des ménages d'accès à l'énergie pour se chauffer, se déplacer ? Est-ce que parfois il peut y avoir des contradictions
en fait, entre les échelles, entre les acteurs, sur cette thématique de la transition énergétique? Je parlerai d'une autre contradiction d'abord que celle des ménages, parce que j'ai travaillé sur le déploiement d'éolien offshore en regardant les structures scalaires des groupes d'acteurs qui se positionnaient dessus. Donc vous avez l'échelle locale, où là, l'enjeu, c'est à la fois de déployer le parc éolien en mer, mais aussi pour les riverains, pour une partie des riverains, de maintenir un horizon sans éolienne. Et donc vous avez cette vision, cette représentation du territoire à l'échelle locale qui est de dire, nous, on veut un paysage qui témoigne d'une certaine époque dans la modernité, qui n'est pas du tout figé, mais qui est un moment sans éolienne, et donc qui implique une forme d'opposition d'une partie de la population locale. Et une partie de ces arguments s'appuie pas seulement sur la défense d'un paysage local, mais aussi sur des questions de justice en disant pourquoi est-ce que nous, on doit payer le coût d'un paysage détruit pour une transition énergétique à l'échelle nationale dont on conteste la contribution de l'éolien offshore. Dire pourquoi nous, on doit payer la baisse, par exemple, du prix de l'immobilier dans un endroit où on estime que le paysage va être dégradé, alors que on n'est même pas sûr que cette contribution dans le mix énergétique national va être significative. Donc vous avez cette échelle-là. Ensuite, vous avez l'échelle régionale, où là, il y a plutôt un intérêt à implanter des sites de production de pales et de nacelles. Et donc là, par contre, il y a une cohérence entre l'énergie et le discours qu'on a sur la région. Par exemple, on va redynamiser un ancien site industriel. Et là, ça marche. C'est-à-dire que là, il y a une mise en cohérence et on se met à produire. On est un des premiers sites manufacturiers d'Europe d'éoliennes offshore. Puis après, vous avez l'échelle nationale, où là, il y a ce double enjeu de la transition énergétique, qui d'un côté est de dire on va déployer de l'éolien offshore, mais de l'autre, c'est toujours un plan B dans un modèle énergétique qui est dominé par le nucléaire. Et cette échelle nationale, elle rentre en cohérence avec l'échelle locale. Parce que vous avez des arguments locaux qui disent si au fond on mise d'abord sur le nucléaire, pourquoi est-ce que nous, on nous embête à mettre de l'éolienne? Et donc, il y a un enjeu de justice dans ce cas-là en disant comment s'articulent les deux. Ça, c'est sur la production. Et je repasserai après sur la consommation, si tu veux bien. Ça marche. En fait, on parle beaucoup, là, pour l'instant, de l'échelle nationale, de l'échelle locale. Alors, comment est-ce que l'échelle mondiale interagit aussi dans ces jeux d'acteurs autour de la transition énergétique? Est-ce que vous avez, l'un ou l'autre, envie de réagir là-dessus? Ça marche. Alors, en fait, de la même manière, ce qui est embêtant, c'est que si la transition énergétique, un de ses objectifs qu'on lui donne, c'est de répondre à la crise climatique, on lui a donné une échelle qui est l'échelle mondiale, avec des outils de discussion à l'échelle mondiale, les COP par exemple. En fait, la transition énergétique n'a pas d'arène de discussion à l'échelle mondiale. Il existe une organisation mondiale de la santé, il va exister une organisation mondiale du commerce, on n'a pas une organisation mondiale de l'énergie. Ce qui pose un ensemble de questions, et même à une échelle plus faible, à l'échelle européenne, les questions énergétiques relèvent, article 64 du traité de Lisbonne, les politiques énergétiques relèvent de la souveraineté des États. L'Europe peut pousser en mettant des aides financières. Vous avez entendu et vous êtes au fait de tous les débats qu'on a pu avoir pour savoir si le nucléaire devait rentrer ou pas dans les aides financières, par exemple. Mais en réalité, il n'y a pas de politique européenne énergétique en tant que telle, puisque ça reste du ressort propre des États. Donc on a des contradictions entre, d'un côté, des signaux sur notre objectif de la transition énergétique, c'est d'aller vers un monde décarboné, et ça, on le traite à l'échelle mondiale, mais le moyen, en fait, on le laisse traiter à des échelles qui sont plus basses et plus basse, plus petite. Donc ça, c'est un premier enjeu sur lequel on peut discuter. Puis il y a un deuxième enjeu qui est que, si j'ai parlé auparavant du fait que la transition énergétique, ça redistribue les pouvoirs entre ceux qui contrôlent le territoire ou pas, en fait, la transition énergétique, ça redistribue aussi les pouvoirs à l'échelle mondiale. Notre système énergétique gazier et pétrolier, il a produit un système géopolitique avec des acteurs en capacité d'action, des acteurs qui ont des moyens financiers, économiques, politiques, qui leur ont été conférés par ce système énergétique basé sur le pétrole et qui font tout pour qu'on ne
retire pas ses capacités d'influence. La transformation de nos systèmes énergétiques, mais là je me tourne vers toi parce que c'est quand même beaucoup plus ton domaine que le mien, il a comme base une redistribution finalement des pouvoirs liés à ces ressources. Parce que j'ai dit que la base de la transition énergétique c'est la consommation de l'espace, mais en fait la base de la transition énergétique c'est une reconfiguration de sa matérialité, de quelle matière on a besoin, et sur les questions des ressources, je pense au lithium qui est bien sûr ton objet de recherche principal, là on le voit, c'est redistribution de pouvoir. Oui, c'est de nouveaux pays qui sont placés sur le devant de la scène et qui sont amenés à produire le lithium, puisque quand on est dans les pays industrialisés comme le nôtre, ce dont on a besoin, c'est de stocker l'énergie. Un des gros enjeux de la transition énergétique, c'est non plus pas uniquement d'aller chercher des combustibles, mais de produire des transformateurs d'énergie et donc d'être capable aussi de stocker cette énergie. Et donc le lithium, étant donné qu'il a des capacités de stockage d'énergie, il est sur le devant de la scène. Et effectivement, là, on a d'autres enjeux qui vont se poser dans d'autres pays, qui exploitaient déjà ces ressources. Donc en réalité, ça redistribue un peu, mais pas de manière trop significative non plus. En revanche, ce qui est intéressant, et par rapport à ce que tu disais au départ sur le fait que la transition énergétique est un signifiant vide, ou en tout cas un signifiant derrière lequel chacun peut y mettre ce qu'il veut, typiquement sur les questions d'approvisionnement en ressources lithium par exemple, on voit que les acteurs qui se trouvent à l'autre bout de la chaîne de valeur, donc ceux qui sont au niveau de l'extraction, de la production de lithium en Amérique du Sud par exemple, vont remobiliser les discours de transition énergétique qui sont formulés dans les pays industrialisés comme en Europe pour en fait soutenir d'autres projets politiques, d'autres agendas politiques à l'échelle nationale ou locale dans ces pays-là, qui sont principalement ceux du développement des territoires, développement économique, développement infrastructurel. Et effectivement, on voit que là, on a l'utilisation de ce syntagme pour aller défendre d'autres projets politiques à l'autre bout de la planète. Du coup, ça nous amène peut-être à une thématique, le fait de lier les pays qui ont besoin de ressources aux pays qui disposent des ressources, qui est celle de la dépendance ou de l'indépendance énergétique, qui est un des corollaires des débats actuels sur la transition énergétique. Alors pourquoi est-ce qu'on parle de dépendance ou d'indépendance énergétique quand on parle de transition énergétique ? De quelle manière est-ce que la transition énergétique, telle qu'on la pense aujourd'hui, fait évoluer cette question de dépendance énergétique ? Si vous avez des éléments l'un et l'autre là-dessus. Je pense que d'une part, elle pose la question de la péréquation tarifaire, du même prix de l'énergie qu'on paye en France. Parce que, ça c'est des projets de recherche qui sont en cours, mais l'idée de dire que la transition énergétique mise pas mal sur le rééchelonnement de la production avec des unités de production locales qui pose largement la question et dont les juristes sont en train de se saisir du prix de l'énergie qu'on paierait et de l'écart entre le prix de l'énergie qu'on paierait dans une communauté énergétique par exemple et le prix de l'énergie qu'on paierait quand on est relié au réseau national. Donc, c'est ce genre de questions que pose l'indépendance. Je ne peux pas tellement développer plus là-dessus, mais... Alors sur la thématique de l'indépendance énergétique, ça gêne beaucoup le géographe. Ça gêne beaucoup le géographe parce qu'en fait, c'est pas un concept scientifique. C'est-à-dire que la recherche n'a jamais considéré la notion de dépendance ou d'indépendance énergétique comme un concept scientifique. Je vais y revenir. Par contre, ce dont quoi on discute et ce qui me semble plus important, c'est la notion de la sécurité énergétique. Qu'est-ce que c'est que la sécurité énergétique ? C'est le fait d'assurer un approvisionnement qui soit stable, qui soit accessible financièrement, qui soit environnementalement acceptable et qui soit pas bloqué par des risques géopolitiques. Et nous, ce qu'on essaye de comprendre, de calculer, des fois avec des indicateurs scientifiques, c'est qu'est-ce qu'est une politique énergétique qui est sécurisée ? C'est-à-dire une politique énergétique sur laquelle on n'a pas, comme on a pu avoir au Texas il y a 2 ans, du jour au lendemain, une coupure complète du réseau électrique texan, parce que pour des raisons politiques, le Texas a décidé de ne pas être relié électriquement au reste des États-Unis, parce que sinon, ça voulait dire que le gouvernement texan devait appliquer les normes qui étaient prises en charge à Washington. Et là, il y a un enjeu de sécurité énergétique qui est très fort. Le Texas pouvait potentiellement être indépendant. Il y avait assez de production. Mais en raison de la structure du réseau électrique, d'un problème de tension,
tout le réseau est tombé du jour au lendemain et on a eu un blackout complet. Donc ce qui nous intéresse, nous, c'est pas l'indépendance, c'est la sécurité énergétique, ce qui n'est pas la même chose. Et pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, l'indépendance énergétique, qui est une terminologie qu'on utilise énormément dans le débat politique français, le géographe qui aime bien faire ça et qui décentre son regard, en fait, la terminologie d'indépendance énergétique, on ne l'utilise pas dans les autres pays. En Allemagne, on ne parle pas d'indépendance énergétique. En Suède, on ne parle pas d'indépendance énergétique. C'est un vocable qui est français, qui est construit dans la reconstruction du système énergétique d'après-guerre en France, autour de la question du nucléaire, de la reconstruction de la grandeur de la France au travers d'un système énergétique qui est celui du nucléaire, lié à une indépendance qui est autant énergétique que militaire. Mais ce n'est pas, c'est un vocable politique, mais pas un vocable scientifique. Et pour ça, je prendrai un cas. Finalement, réfléchissons ensemble au système énergétique français. Bien. Comment est-ce que je peux calculer l'indépendance énergétique qu'apporte une centrale nucléaire qui utilise un combustible qui a été assemblé à Västerås en Suède, avec de l'uranium qui a été enrichi au Tricastin en France, qui a été converti à Port Hope au Canada et qui est venu des mines de Namibie, parce que c'est ça en fait la globalisation de l'énergie, c'est des réseaux. Comment est-ce que je calcule cette indépendance dans un système qui est, quoi qu'il arrive, en interrelation telle que tous les lieux sont connectés les uns avec les autres. Donc ce qui doit nous intéresser, c'est pas l'indépendance, c'est la sécurité. Qu'est-ce qui fait qu'on a une politique qui nous permet, à la fin de la journée, d'allumer sur un interrupteur et d'être certain que ce mouvement-là fait que la lumière va s'allumer derrière? C'est ce qui est aussi lié peut-être aux politiques de la volonté d'avoir une souveraineté énergétique aussi, et d'avoir une souveraineté sur les approvisionnements en ressources. Et ce qui pose problème, c'est quand on le repositionne à nouveau à l'échelle mondiale, si on voit à nouveau ces questions de ressources, de voir que ça peut être contradictoire. Pour le coup, on parlait des contradictions qu'il peut y avoir dans ces politiques, avec des politiques qui sont menées par d'autres pays à l'autre bout de la planète. Et si je reprends le cas du lithium que je connais le mieux, en France, en Europe, on a une stratégie où on veut cette fois-ci sécuriser l'approvisionnement en matières premières qui vont nous permettre de faire la transition énergétique. Et donc cette stratégie de sécurisation, elle passe par le fait de ne pas seulement avoir des industries de production de véhicules électriques ou de batteries, mais d'aller remonter la chaîne de valeur jusqu'à aller exploiter de minerais sur le sol européen ou français. Et en fait, ça rentre en contradiction avec des stratégies qui sont menées dans les pays exploitants de cette ressource, en l'occurrence par exemple au Chili ou par exemple en Argentine, où ce sont des pays qui historiquement sont producteurs de matières premières brutes et qui, eux, cherchent aussi à développer leurs industries et donc à remonter dans la chaîne de valeur dans le sens inverse de ce que tentent de faire les pays européens. Donc encore une fois, on voit que l'échelle mondiale peut apporter aussi ces contradictions et pas uniquement jusqu'à l'échelle locale. Je ne sais pas si tu voulais revenir sur le point que tu avais mentionné tout à l'heure. Okay. Non, mais par contre, c'est vrai que ce que tu viens de dire, je pense que c'est extrêmement important aussi de le rappeler, c'est que la transition énergétique, ça fait que certains acteurs qui étaient des producteurs de matières premières, parce que leur système économique change, ne veulent plus être des producteurs de matières premières, de matières transformées. Et on voit un cas sur la question du nucléaire, qui est le cas du Kazakhstan. Le Kazakhstan, c'est 45% de la production d'uranium au monde. Le Kazakhstan ne veut plus être un producteur uniquement de matières premières, ça l'intéresse pas, il n'y a pas de valorisation à ça. L'uranium, ça coûte pas cher, ça amène rien au territoire, très peu au territoire. Dans le coût de l'électricité, l'uranium, la matière, c'est 4% du coût de l'électricité nucléaire. Ce que les Kazakhs veulent, c'est être capable de fabriquer du combustible à la fin. Parce que c'est là qu'il y a la valeur ajoutée. Et c'est pas sur la matière première initiale. Et c'est là qu'on voit que cet enjeu politique qu'est la transition énergétique est aussi un enjeu économique, et avant tout un enjeu économique, et qu'il y a des enjeux derrière d'emploi, de création d'emplois, mais aussi de développement, que ce soit développement d'infrastructures ou développement vraiment du pays en termes économiques. Alors peut-être que pour compléter ces débats qu'on vient d'avoir, on est dans un festival international de géographie. Alors quelle est la plus-value au fait d'être géographe et d'étudier ces questions-là en tant que géographe? On a parlé beaucoup des échelles, de leurs imbrications. Qu'est-ce que peuvent apporter les géographes de plus qu'un économiste ou un sociologue qui s'intéresserait à ces questions-là? C'est une vaste question, mais qui s'inscrit dans le cadre des débats qu'il y a au FIG ces 3 jours. Je vais essayer. Je pense que évidemment, c'est important d'avoir une approche spatiale, quel que soit le curseur
sur lequel on met la transition énergétique. C'est-à-dire si on met le curseur du côté technologique, à ce moment-là, ça veut dire qu'il faut repenser la spatialité de la production. Que du coup, au lieu d'avoir des grosses unités de production, il faut en avoir plein de petites, parce que les énergies renouvelables ne peuvent pas être aussi centralisées. Et donc, à ce moment-là, ça pose la question de la géographie à plein, parce qu'il faut implanter des nouvelles unités de production partout, et que ça pose des questions géographiques, mais ça, je ne vous l'apprends pas. Si on pose le curseur de l'autre côté, par exemple, du changement de mode de vie, ben là aussi, ça pose un ensemble de questions géographiques parce que ça remet en question la manière dont on se déplace, la manière dont on mange, et que c'est des questions qui sont absolument transversales, qui ne sont pas du tout liées uniquement à la production d'énergie. C'est lié à l'organisation de la santé, par exemple. Comment fonctionnent les hôpitaux, ben, ça a un impact sur la manière dont on consomme l'énergie, comment le système scolaire a un impact sur... Donc c'est absolument multiscalaire et multisectoriel, et c'est ce à quoi s'attachent maintenant les collectivités locales quand elles doivent faire leur plan climat, air, énergie, où elles se rendent compte que appliquer la transition énergétique, c'est l'appliquer sur tous les secteurs, et qu'il faudrait quasiment revoir l'ensemble des compétences des collectivités locales pour qu'elles puissent vraiment se saisir de manière intersectorielle et pas en silo sur leur flotte de voitures, leurs bâtiments, mais sur l'approvisionnement des cantines scolaires et surtout sur le mode d'urbanisation. Parce que ce dont on se rend compte, ce que reconnaît même le GIEC dans son dernier rapport, le 6e rapport, c'est que la sobriété, c'est le principal levier pour atteindre le net zéro, et qu'en France, c'est quasiment 40% de la complétion de cet objectif qui serait misé sur la sobriété, donc sur l'évitement de consommer, quoi. Et ça pose des questions géographiques qui sont absolument centrales. Comment on évite de consommer? Et c'est le premier levier auquel on s'intéresse moins, en tout cas dans la géographie en tant que discipline, mais aussi dans les politiques publiques. Et est-ce que alors, la manière dont les géographes ont réfléchi au système énergétique ces dernières décennies sont utiles pour penser la transition énergétique aujourd'hui? Alors pour moi, il y a deux éléments. Il y a un premier pour rebondir sur ce que vient de dire Lise, qui est que la géographie, c'est une science qui pense toujours en système. Et la grande force de la géographie, c'est que comprendre que quand je parle dans ce micro en consommant de l'énergie, en fait, je mets en relation un nombre phénoménal de lieux, de personnes, d'idées, d'économies, et que il faut comprendre, et il faut arriver à faire ce travail complexe mais nécessaire de tracer ces réseaux. La géographie, c'est une science de réseau. On comprend que on met en lien des choses, et que quand je prends une décision ici d'allumer ou pas mon micro, en fait, ça a des conséquences sur des territoires qui sont beaucoup plus lointains que moi. C'est le premier élément qui me semble important. Le deuxième élément qui me semble important en tant que géographe, c'est d'avoir un regard critique sur les modes de pensée qu'on a pu avoir auparavant. Et là, je pense à un point qui est intéressant. Alors, mon domaine particulier, c'est la géopolitique. Et en fait, notre manière dont on perçoit le monde, il est ancré dans une géopolitique qui est celle du pétrole et du gaz. C'est-à-dire qu'on pense à la géopolitique des énergies entre des lieux où on produit, des lieux où on consomme, et puis au milieu, vous avez des bateaux qui l'emmènent, vous avez des pipelines. Puis on se pose la question, qu'est-ce qui va se passer si on coupe le pipeline? Et du coup, après, on a des analyses géopolitiques qui nous expliquent que toutes les guerres sont dues à des pipelines. Si on se bat en Syrie, c'est à cause du pipeline. Si on se bat en Ukraine, c'est à cause du pipeline. Et le pipeline, il permet d'expliquer tout. En fait, le problème, c'est que ces modes de pensée, qui sont ancrés dans une forme de géographie, parce que c'est des lieux de production, des lieux de consommation, des traits entre les deux qui nous permettent de relier, ça colle pas avec la transition énergétique. Ça colle pas avec la transition énergétique parce que les transitions énergétiques, qu'elles doivent être de sous-consommation, de sobriété, ou bien qu'elles soient d'aller se tourner vers des énergies renouvelables avec par exemple des matières comme le lithium, ou bien se tourner vers le nucléaire avec des matières comme l'uranium, en fait, c'est plus une situation dans laquelle j'ai un lieu de production, un lieu de consommation, des producteurs qui ont des capacités de pouvoir parce qu'ils peuvent influencer les autres, et des consommateurs qui sont à la merci des autres. Parce que la transition énergétique, c'est justement plein de lieux qui sont mis en système, et plein de lieux qui sont mis en relais. Je vais vous prendre un cas qui est intéressant, c'est la panique morale qu'on a eue après le putsch au Niger. C'est-à-dire qu'après le putsch au Niger, on a une panique. Qu'est-ce qu'on va faire pour l'uranium français ? On a vu partout, tous les médias sont posés cette question. Et ça, c'est une pensée qui est typique de la manière dont on a pensé, à cause de la géopolitique du pétrole, la géopolitique des énergies. On s'est dit, mince, on va perdre l'endroit où on consomme notre énergie, enfin on produit notre énergie, on produit notre matière première.
Mais en fait, ça fonctionne pas comme ça, le nucléaire. Le nucléaire, entre le moment où vous extrayez l'uranium au Niger et il est consommé dans votre centrale nucléaire à Gravelines, il peut y avoir 5 années. Il peut y avoir 5 années, c'est pas le pipeline qui vous emmène en quelques heures le gaz depuis Stockmann jusqu'à votre usine d'électricité en Allemagne. Les temporalités sont pas les mêmes, les acteurs ne sont pas les mêmes. Et donc, ce qui est important pour le géographe, c'est d'essayer de remettre en cause ces modes de pensée qui nous ont structurés, qui nous structurent encore aujourd'hui sur la manière dont on perçoit le monde et on perçoit les risques qui sont liés à la transition énergétique, pour comprendre qu'ils sont structurellement différents et que ça nous demande de structurellement repenser différemment le monde. Nous, en tant que géographes, mais aussi les acteurs qui agissent dans cette transition énergétique. Je ne sais pas si tu veux rebondir là-dessus et sur la manière dont les acteurs qui sont à l'origine de ces politiques sur l'énergie, sur la mise en place des systèmes énergétiques, doivent aussi, eux, repenser leur façon de voir le monde spatialement, de penser les choses peut-être plus en termes de flux qu'en termes de lieux, en termes de réseau. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter là-dessus, Lise ? Je pense que c'est vraiment quelque chose dont se saisissent les collectivités locales en ce moment. C'est la chose positive que je retiens de mes études sur la transition énergétique, c'est qu'il y a vraiment une prise de conscience des collectivités locales et une grosse montée en compétences de leur part à travers les plans climat-énergie. C'est-à-dire que là où il y a 10 ans, il y avait une chargée de mission à Pau sur la transition énergétique, qui était toute seule dans un bâtiment à l'orée de la ville, maintenant ils sont 20 et ils ont des compétences et ils ont des relais politiques et ils se posent plus seulement... Depuis la recherche, on n'est plus à leur expliquer qu'est-ce que c'est que la transition énergétique, quoi. On est à les accompagner, à faire des métriques, à former des masterants pour eux. Enfin, il y a vraiment une grosse montée en compétences de ces acteurs-là, et ça, à travers l'ensemble des comparaisons des collectivités locales qu'on a pu voir. Donc ça, c'est vraiment positif. Alors, pour rebondir sur ce que tu disais et ce que tu viens de dire aussi, en fait, vous avez fait le lien entre l'espace et le fait que la façon de penser l'inscription dans l'espace de ces systèmes énergétiques doivent changer. Et tu parlais aussi de temporalité, d'échelle de temps, ce qui fait écho à la thématique de ce FIG de cette année sur l'urgence. Et effectivement, les politiques de transition énergétique sont beaucoup associées à une rhétorique autour de l'urgence. C'est le titre de cette table ronde sur l'urgence climatique et donc la transition énergétique qui est associée, et l'idée qu'il faut rapidement sortir des énergies fossiles parce que il y a des gisements qui s'épuisent, parce que ça a des impacts climatiques, environnementaux qu'il faut limiter. Donc il y a cette idée que le temps est compté, qu'il y a une forme d'urgence. Alors comment est-ce que ça nous amène, nous, en tant que chercheurs, à nous interroger sur les temporalités et sur la compatibilité entre les temporalités de cette transition énergétique qui peuvent s'exprimer. Donc, comment est-ce que urgence de la transition énergétique peut s'accorder avec la temporalité scientifique, avec la temporalité du politique? Voilà, finalement, c'est peut-être une question qui amène plus à aller regarder sur le terrain, comment ça se passe, comment concrètement, au-delà des annonces, des affichages politiques, comment est-ce que concrètement, sur le terrain, se mettent en place ces transitions énergétiques, ces politiques de transition énergétique, et est-ce que vous voyez des rapports au temps, des temporalités qui entrent en contradiction, qui ont du mal à dialoguer ou pas? Je pense que le net zéro devient vraiment un objectif, même si je pense qu'il ne sera pas atteint dans les temps, mais bon, ça c'est une surprise pour personne, mais je pense que ça s'accélère, en tout cas au niveau des collectivités locales. La mise en œuvre de ce plan climat-air-énergie est vraiment en train de s'accélérer avec une montée en compétences. Après, en termes de temporalité de la recherche, la recherche française est en train de se mettre en marche autour des enjeux de transition, en tout cas à travers le plan France Stratégie 2030, programme d'investissement d'avenir qui guide la recherche en fait, et avec des secteurs qui sont prioritaires, dont l'hydrogène, dont le stockage de carbone. Alors bon, je pense que ce qui manque dans cette accélération de la recherche, c'est un volet sobriété, parce que pour l'instant, il n'y a pas encore de ces grands programmes d'investissement prioritaires sur le volet de la sobriété, qui représente le principal des leviers. Donc je pense qu'il y a ces enjeux-là de temporalité parce qu'il y a une urgence à agir, c'est sûr,
Mais je pense que ce levier dans la séquence éviter, réduire, compenser, ce levier d'éviter les consommations, je pense qu'il n'est pas assez saisi. Or, c'est celui qui pourrait être mis en œuvre le plus rapidement, bien avant la mise en œuvre d'unités de production dont on sait qu'elles ne suffiront pas à atteindre les niveaux de consommation dont on a besoin, quoi. Tu poses une question qui est terrible pour le chercheur et pour le géographe, parce qu'on le sait tous, le temps de la science, c'est pas le temps du politique. Le temps du politique, c'est le temps d'une réponse à une urgence réelle. Le temps du politique, c'est aussi des fois le temps de réponse qu'il peut faire dans un mandat. Le temps de la science, c'est un temps qui est long. C'est un temps qui demande d'aller faire du terrain. C'est un temps qui, particulièrement quand on est géographe et que on aime faire du terrain, sinon on n'aurait pas fait de la géographie. Enfin, si on n'aimait pas voyager, on ne ferait pas de la géo. C'est un temps qui est très long et c'est un temps qui n'est pas adapté toujours à la décision politique. Et la frustration principale qu'on a quand on travaille sur des questions de transition énergétique, c'est que, en fait, parfois, on voit des décisions prises avant qu'on ait pu les informer. C'est-à-dire qu'on nous demande de travailler sur des choses, on travaille dessus, on fait du terrain, mais en fait, la décision politique est prise avant qu'on ait pu apporter le regard dessus. Je pourrais vous prendre des cas qui sont intéressants, qui sont pas si loin que ça. On a un cas qui est celui-là de la centrale nucléaire de Fessenheim, sur lequel le temps de la décision politique de l'accompagnement de la fermeture de la centrale a été très très court, quelques mois sur la mise en place d'un plan d'accompagnement, sur lequel nous on a mis à peu près 2 ans à travailler, et cette incompatibilité en fait du temps politique et du temps de la recherche a fait qu'on n'a pas pu nourrir la décision politique avec des informations sourcées, chiffrées, réflexive, et ça c'est très clairement notre plus grande frustration. Puis après il y a un autre problème quand même aussi, là on est tous les trois sur cette estrade, mais en fait la recherche en géographie sur les énergies elle est en France, elle est peu existante. On n'est pas assez nombreux, on a besoin de financement, on a besoin de travailler, on peut pas faire de transition énergétique si on n'est pas des décisions qui sont informées. Or en France, si on est une grande dizaine à travailler dessus, et encore, peut-être même seulement les doigts de deux mains, quoi, sur lesquels on a des gens qui travaillent, et ça suffit pas. Or, former des chercheurs, ça prend du temps. Ça prend beaucoup de temps, ça prend le temps d'un master, ça prend le temps d'une thèse, et le problème c'est que tout le temps qu'on perd à ne pas former des gens dont ça va être le métier d'accompagner la transition énergétique, c'est tout le temps auquel on ne pourra pas répondre à l'urgence climatique. Alors je vous propose que sur cette ouverture à ce qui est plus de travaux, de recherche menés là-dessus, on ouvre aussi le débat peut-être avec la salle, s'il y a des questions, des gens qui ont envie de poser des questions, de rebondir sur ce qui a été dit. Je ne sais pas s'il y a un micro qui circule quelque part dans la salle. Très bien, donc si quelqu'un a envie de poser une question sur ces enjeux de transition climatique et de transition énergétique. Alors bonjour, c'était pas tellement une question sur ces enjeux-là, mais plutôt pour rebondir sur ce que vous avez dit en dernier. Vous avez appelé à, si je résume, à davantage d'engagement de géographes dans ce domaine-là. Est-ce que ces géographes sont audibles, même s'ils sont engagés? Parce qu'il y a aussi la question de la visibilité des géographes. Je vais vous demander, vous en tant que spécialiste, est-ce que vous avez semblé être audible sur ce domaine? Merci beaucoup pour cette question qui, pour être très honnête, nous a occupés dans nos trajets avec Audrey de train et autres trajets. La première chose, c'est que d'abord on doit remercier le FIG parce que ça nous permet d'être audible, et on vient pour ça déjà, parce que le FIG il permet d'être audible, il permet d'avoir aussi une couverture un peu médiatique. Mais après, votre réponse, très clairement, non, on n'est pas audible. On n'est pas audible, pour 2 raisons. Alors, désolé, je vais ressortir la même phrase que je sors d'habitude. Un jour, une chargée de mission de préfecture m'a dit « Vous savez, Monsieur Meyer, il ne faudrait pas que les scientifiques viennent parasiter le travail de l'État. » J'ai décidé que ça allait être l'épitaphe de ma tombe. Nous sommes difficilement audibles parce qu'on est, mais je peux le comprendre. Hein. On est difficilement audibles parce qu'on est peu nombreux déjà. On n'a pas une masse critique. On est difficilement audibles parce que des fois on n'ose pas forcément l'être. C'est un métier, la communication. C'est un métier, être audible. On nous accompagne pas pour l'être dans nos universités. On n'a pas les compétences pour nous aider à être audibles et à faire que la science qu'on produit dans des milieux un peu restreints puisse percoler. On a besoin de ça en fait, nous dans les universités. Ce qu'on a besoin aujourd'hui, c'est des chercheurs, mais on a aussi besoin des gens qui nous aident à faire en sorte que notre recherche passe à autre chose.
grand public, décideurs politiques. Ça c'est un vrai enjeu. Et par exemple, pour ça, je vous prendrai un dernier exemple, et puis après j'arrêterai, parce que ça c'est un point qui m'énerve beaucoup et sur lequel je pourrais revenir énormément. C'est le recours de beaucoup d'administrations à des cabinets de conseil pour des choses sur lesquelles ils pourraient s'occuper grâce aux universitaires. Je prendrai un cas très très simple, hein, la fermeture de la centrale nucléaire de Fessenheim, qui a été accompagnée par un cabinet de conseil, dont le cabinet de conseil a pompé les travaux faits par un masterisant de l'université d'Haute-Alsace. Dommage d'avoir mis de l'argent là-dedans quand on me paye un salaire en tant qu'enseignant-chercheur. Donc en fait, nous on a besoin de faire plus le taf, on le fait mal, on le fait pas assez bien, on s'engage pas assez, ça c'est très clair. Mais de l'autre côté, on a besoin d'avoir des acteurs qui nous font confiance dans la science qu'on produit aussi. Et en plus, on se fait piquer nos postdoctorants par les bureaux d'études. Comment pas, voilà, ils partent, du coup. Je viendrai nuancer un petit peu ça, parce que je trouve qu'on arrive à trouver des interlocuteurs dans des grandes institutions. On arrive, bon, évidemment, dans les collectivités locales, quasiment tous les étudiants qu'on forme partent dans les collectivités locales, donc avec des formations sur le changement climatique, transition énergétique, qui sont à fond, et ça marche bien. Mais ça marche aussi pour des plus grosses institutions. Par exemple, RTE est tout à fait ouverte à des échanges sur, y compris, même si ça reste encore tabou, la sobriété, en disant bah oui, il faut qu'on travaille là-dessus. Alors le truc, c'est que les institutions ne sont pas monolithiques. Il y a à l'intérieur des départements de recherche et développement qui sont plus intéressés que les autres. Ils disent oui, d'accord, on va porter ce projet sur la réduction des consommations des riches, mais pour l'instant, on va le faire en petit comité parce que c'est encore tabou chez nous, etc. Donc moi, je trouve qu'on n'est pas si peu audible que ça et qu'il y a une attente de la part de ces institutions de notre apport, que ça soit RTE ou que ça soit d'autres grandes institutions qui sont en attente de cette expertise, et quand elles se rendent compte qu'on l'a, elles sont vachement impressionnées parce qu'on est plus fort que les bureaux d'études. Wow. Et moins cher. Et moins cher. Dis donc, vous êtes capable de faire ça si rapidement. Alors, il y a d'autres questions sur la droite de la salle. Peut-être qu'on peut prendre les deux questions devant. Excusez-moi. Ah, il y en a une autre tout en haut, là-bas. Avant. Bonjour à tous. Lise Desvallées parlait de l'importance du volet sobriété, et je suis tout à fait d'accord avec ça. Un problème qui se pose, et je suis pessimiste sur la manière dont l'État pourrait encourager ce volet sobriété, parce que, par exemple, moi, j'ai un peu travaillé sur les transitions dans les mobilités, et ce qu'on voit, c'est que l'État subventionne surtout des industries ou enfin des choses qui rapportent de l'argent pour faire un peu des bénéfices in fine sur les impôts, etc. Donc comment valoriser ce volet sobriété alors que l'État, Bercy, a plutôt tendance à mettre de l'argent sur des choses qui in fine ont une rentabilité pour les caisses de l'État et font marcher l'industrie française. C'est vrai que la sobriété n'est pas tellement à l'ordre du jour, je ne vous l'apprends pas. Par contre, ce que je pense, c'est que si on veut faire passer une transition énergétique, il va falloir la faire passer en prenant en compte la justice sociale. Et que la sobriété, ça fait partie de sa justice sociale, en particulier de faire payer à ceux qui consomment le plus le coût de leurs émissions et de leur impact. Et que même si ce n'est pas ce qui est en train d'être fait, c'est ce vers quoi, en tout cas, on devrait aller, d'une imposition progressive des émissions et d'une internalisation des dommages à ceux qui émettent le plus, quoi. Mais ça, c'est ce sur quoi je suis en train de travailler, quoi. Qu'est-ce qu'il y a comme dispositif existant qui repose pas seulement sur une taxation des consommations, mais sur quelque chose qui soit progressif et qui reconnaisse la responsabilité dans les émissions. Je dis pas ce qui est en train de se passer, hein, c'est sur quoi il faudrait aller, il me semble. Alors après, on choisit d'être pessimiste ou on choisit d'être optimiste. Et les deux choix sont tout à fait justifiés. Moi, j'ai choisi plutôt d'être optimiste, parce que sinon, je suis pas motivée. Donc, je choisis aussi de pas... Ouais, merci. C'est aussi un choix délibéré qu'on fait, même si tous les jours, on enseigne la crise climatique, de dire, ok, là, si on dit que ça va mal, et qu'on se dit que ça va mal, on a un espèce de nuage de fin du monde autour de la tête, et on n'y arrive pas. Et du coup, il y a une manière aussi de se mettre des œillères en disant, là, on y va, et on va regarder ce truc, quoi.
Oui, bon, j'ai l'impression en France que l'énergie est une affaire d'ingénieurs et que donc le curseur se déplace toujours du côté technique et que l'énergie n'est surtout pas une affaire de sciences sociales, de sciences humaines. J'aimerais avoir votre avis là-dessus. Merci. Merci beaucoup pour cette question. Alors effectivement, ça a été assez bien montré par beaucoup d'études sociologiques depuis les années 70. Hein. Je pense aux travaux d'Alain Touraine, entre autres choses. Et effectivement, pour une raison qui est particulièrement française, qui est la question des grands corps d'État, qui sont des corps d'ingénieurs, les acteurs ont pendant très longtemps, les acteurs en capacité de décision, en capacité de pouvoir, donc je pense à des personnes qui dirigent des grands services des administrations, qui sont liés à l'énergie, ministère de l'Industrie, ministère de la Transition énergétique, ont pendant très longtemps été effectivement des ingénieurs, ce qui a tiré la corde du côté ingénierie. On le voit un peu changer, on voit un tout petit peu changer les profils. Peut-être pas toujours pour le bon, parce qu'on a quand même de plus en plus d'économistes et financiers qui rentrent dedans, ce qui n'est pas toujours non plus la bonne solution, pas forcément toujours des SHS, on est bien d'accord, mais on voit un tout petit peu le poids des corps d'État baisser. Quand on regarde les parts des nouveaux titulaires dans ces fonctions, on voit que les X-Min et les ponts sont un peu moins importants que c'était auparavant. Néanmoins, la dominante reste une dominante ingénieure, vous avez entièrement raison. Et là, ça pose la question aussi du rôle de l'université dans leur formation. C'est pas important que ce soit des ingénieurs, si c'est des ingénieurs qui ont été formés aux dimensions sociales de la transition énergétique. Et ça, c'est un vrai enjeu de tous les cursus universitaires d'ingénieurs, c'est d'arriver à former des gens qui soient des bons techniciens, mais des bons techniciens qui comprennent les enjeux sociaux de leurs futures décisions. Et ça, on le voit de plus en plus. Hein. Nous, l'université dans laquelle j'enseigne à Mulhouse, elle a une école d'ingénieurs qui s'appelle l'ENSISA, qui a mis un cursus obligatoire pour tous ses étudiants de première année en transition environnementale. Et ça permet de les sensibiliser. Bien sûr, il ne faut pas que ce soit du saupoudrage. Hein. Il faut que ce soit quelque chose qui soit fait tout le temps. Mais donc, du coup, moi, à la limite, que ce soit des ingénieurs, c'est pas ça le problème, c'est que ce soit des ingénieurs formés correctement à ces questions-là. Et là, on aura fait un grand pas. Alors un exemple, c'est la personne qui n'est pas avec nous aujourd'hui. Ouais. C'est Angélique Pal, qui est docteur en sciences humaines, en géographie sur l'énergie, et qui vient d'être acceptée dans la dernière promotion de l'ENA, qui ont fait rentrer donc une science humaine. Ils avaient 4 places, ils ont pris 2 chimistes et un physicien. Donc, bon. Après, ils se rendent compte qu'elle est beaucoup plus utile que les autres. Donc voilà, ça change. Mais ensuite, effectivement, cette domination des grands corps, on la voit beaucoup. Quand je vais à des conférences sur l'énergie, il y a souvent des experts du CEA, de l'Institut français du pétrole, et c'est tout. Et moi, j'arrive en disant, c'est pas normal que ça soit eux. Souvent, en plus, leur discours est très orienté. L'Institut français du pétrole va vous dire, on consomme beaucoup d'énergie, les énergies renouvelables, l'hydrogène, ça suffit pas. Et donc, ils ont des discours qui sont vraiment très marqués et qui sont situés depuis là où ils sont. Et donc, je pense qu'il y a un manque, pas seulement de sciences sociales, mais aussi d'universitaires dans cette expertise. Et il faudrait une espèce de GIEC de l'énergie en France qui arrive à avoir, à poser le débat et à poser des chiffres qui ne soient pas contestés. Parce que sur la transition énergétique, les chiffres sont contestés parce que le débat est absolument investi par des institutions qui ont un intérêt à maintenir les systèmes technologiques d'approvisionnement existants, que ce soit le nucléaire ou le pétrole, quoi. Donc il y a un enjeu à contrer aussi ces discours dominants-là. Oui, des remerciements et une question. Des remerciements au comité scientifique du festival qui invite une jeune génération de géographes et engagé. Et félicitations à Angélique. On lui transmettra. Je regrette qu'elle ne soit pas là parce que j'ai lu sa contribution dans le petit livre qui est paru à l'occasion du festival Il y a urgence, les géographes s'engagent aux éditions du CNRS, qu'on trouve à la Boussole, entre autres, et dans le festival du livre. Et son texte est très intéressant. Remerciements parce que du coup on entend que les mots qu'on entend tous les jours, transition énergétique, transition écologique, mais en fait il n'y a pas de contenu précis derrière ça, et
aussi beaucoup d'illusions. Transition énergétique, on additionne les énergies. Transition écologique, l'autorité environnementale nous dit qu'elle n'a pas commencé. Donc ça nous pousse à se dire, faut questionner plus, nous les citoyens. Et une question, c'est la question des émotions. Parce que par exemple, Lise, vous avez dit, entre l'optimisme et le pessimisme, par exemple, moi je choisis plutôt l'optimisme. Et en fait, il y a 20 ans, je ne crois pas qu'un seul géographe aurait même soulevé cette question-là. Parce qu'on fait face ensemble à un événement absolument inouï de l'humanité qui nous désempare. Et quand on le regarde dans sa globalité, c'est évident que c'est un côté très effrayant. Et c'est faire face ensemble à cet effroi qui n'est pas facile. Et vous, les scientifiques, vous êtes absolument précieux pour garder le cap de la lucidité. Ça veut dire, quel que soit... D'abord, j'ai droit d'avoir des émotions, y compris comme scientifique, mais en même temps, je ne vais pas accepter quelque chose qui ne tient pas la route du point de vue de la pensée critique. Et du coup, ma question, c'est jusqu'où aujourd'hui vous pouvez prendre le temps, est-ce que vous avez la possibilité de prendre le temps pour travailler avec les autres? Parce que si je comprends bien, sans une approche interdisciplinaire, ce qui nous arrive, on n'a aucune réponse parce qu'en fait, il faut prendre le tout ensemble. Pour l'énergie, si on ne prend pas en compte les limites planétaires, on va extraire du lithium et ça nous mène nulle part. Donc voilà, cette question d'un espace pour vous, à la fois pour l'interdisciplinaire, mais aussi pour les émotions, pour oser entre vous, scientifiques, dire mais ça me fait quoi de lire ce nouveau papier du PNAS ou d'ailleurs, waouh. Alors la question du temps dont disposent les chercheurs est toujours un peu compliquée parce qu'on a beaucoup de choses à faire, beaucoup de responsabilités et on enseigne à côté du fait qu'on fait de la recherche, etc. On en parle, c'est des choses dont on parle dans nos bureaux. La question de l'interdisciplinaire, elle est compliquée aussi. On essaye d'en faire et en fait on est à la fois incité par nos organismes financeurs à faire de l'interdisciplinarité, à aller dialoguer avec d'autres sciences, que ce soit d'autres sciences humaines ou des sciences non sciences humaines, on va dire. Donc on essaye de le faire et en même temps on est très pris par ce sur quoi on a engagé nos programmes de recherche, par le fait que on doit passer des concours pour essayer d'avoir des postes et ne pas rester dans une situation de précarité et que finalement il faut aussi rester géographe et donc c'est pas toujours facile de faire la balance entre les deux. Et je trouve que bientôt, je vais aller travailler dans un endroit où il y a pratiquement personne qui fait des sciences humaines et sociales. Et je vais essayer de dialoguer avec des géologues, des hydrogéologues, des géomorphologues, et essayer de discuter de ces enjeux-là avec eux et voir comment eux aussi sont réceptifs à nos travaux à nous en sciences humaines et sociales. Donc voilà, je peux pas vous dire, ça commencera dans quelques semaines et à voir comment ça se passe. Merci beaucoup pour cette question parce qu'en fait elle amène une réponse qui est simple. La réponse elle est oui. En fait on ne peut pas faire de transition énergétique dans une approche qui n'est pas interdisciplinaire, ça n'existe pas. Quand moi je fais de la géographie, j'ai besoin de juristes, j'ai besoin d'historiens parce que je peux pas comprendre les situations de blocage dans certains lieux si j'ai pas des personnes qui sont capables de m'expliquer l'histoire locale sur le temps long. J'ai besoin de sociologues qui sont capables de faire des entretiens fins avec des personnes. J'ai besoin d'anthropologues qui ont besoin de comprendre comment fonctionnent les systèmes sociaux dans lesquels je travaille. Donc en fait, c'est impossible de le faire sans. Mais il est impossible d'être un transdisciplinaire dans l'université française. Presque impossible. Pour quelle raison? Parce que nous fonctionnons en silo. Nous sommes des chercheurs géographes, qualifiés en géographie. Et si vous êtes un jeune chercheur qui a envie un peu d'aller bifurquer, d'aller un peu prendre des méthodes de l'anthropologie, de la sociologie, là, vous sortez du credo. Et vous prenez le risque de ne pas avoir de carrière universitaire après. Et donc de ne plus être disponible pour le faire. Donc en fait, on fait de la transdisciplinarité quand on est dans le métier. Quand on a réussi à passer toutes les barrières, qui fait qu'on est dans la maison, là, on peut changer les choses de l'intérieur. Et du coup, comme on est à l'intérieur, on peut faire de la transdisciplinarité. Et des programmes de recherche, par exemple, sur lesquels on travaille avec Audrey, on est deux géographes, on travaille avec que des autres acteurs. Puis à Tré, c'est pareil, dans ton labo, c'est une multitude de disciplines, je pense. Et sur la temporalité, oui, c'est extrêmement problématique. C'est extrêmement problématique puisqu'on a une baisse absolument terrible dans l'université française du nombre de titulaires et que par exemple dans mon université aujourd'hui on est seulement 25% de titulaires à assurer des cours et ça veut dire seulement 25 personnes qui font de la recherche.
Donc on n'a pas de recherche parce qu'en fait on n'a pas assez de titulaires, mais ça c'est un problème structurel. Tu as dit notamment que les économistes aussi. Oui, dans les la économistes. discipline. Ouais. Surtout eux, parce que le problème quand on est dans l'interdisciplinaire, je trouve qu'on se rend compte de tout ce qu'on ne sait pas faire. C'est terrible. C'est vrai, on a l'impression d'arriver avec un résultat passionnant, un économiste vous dira ben oui, c'est la base. Et donc c'est très intéressant et assez difficile aussi de se prendre, surtout que les sociologues aussi, et toute discipline, de toute façon, qui a des chapelles théoriques, on a des tas à nous apprendre. Donc oui, c'est très intéressant, oui, c'est indispensable, mais oui, ça montre aussi nos limites, ça montre très fort nos limites, je trouve, mais c'est très bien. Ah, les émotions. Alors, ce qui est pas mal, c'est d'enseigner, parce que du coup, on peut se venger sur les étudiants. Et Ça reste entre nous, hein. comment? Ça reste entre nous. Non, c'est vrai. Et donc à chaque fois, je me dis bon, je vais pas trop les déprimer. Puis si, je vais les déprimer. Et en fait, je me rends compte qu'ils sont pas si déprimés que ça, en tout cas moins que moi, parce que en fait, ils sont contents d'apprendre des choses. C'est-à-dire, ils ont entendu parler depuis très longtemps de changement climatique, mais quand on leur explique comment est-ce qu'on mesure une température moyenne globale, ou qu'est-ce que c'est que le climato-scepticisme, ou vraiment comment est-ce qu'on mesure une baisse de la biodiversité, ben, ils ne sont pas du tout déprimés, ils sont intéressés. Parce que c'est des choses dont ils ont entendu parler, ils savaient que ça allait mal. Mais là, ils savent vraiment comment ça va mal. Et finalement, ça ne leur déplaît pas tant que ça. Donc je trouve qu'il y a un moyen au moins d'extérioriser, ça ne suffit pas, hein, mais il faut aussi discuter avec des pairs, etc. Mais je trouve que l'enseignement est un bon moyen de transmettre les angoisses. Voilà. Ouais, et puis le travail de laboratoire, parce que le travail du chercheur, c'est pas un travail solitaire, c'est un travail toujours en coopération. Et en fait, vous disiez, quand vous lisez un article, les émotions que ça peut vous transmettre, en fait, c'est ce qui se passe. Audrey, on est face à face dans le laboratoire, je lis un article et je lève le regard, je dis mais c'est pas possible. Enfin, déjà, c'est pas possible parce que c'est pas bien écrit, ou c'est pas possible parce que c'est pas possible ce résultat. Mais en fait, ça fait partie de notre travail. Et en fait, le but, c'est d'arriver à canaliser correctement ces émotions pour leur donner un but. On lit quelque chose qui nous surprend, qui nous énerve, qui nous affole. En fait, c'est passer de cet affolement à un résultat scientifique derrière. Est-ce que vous pourriez nous éclairer concrètement quelles sont les possibilités d'action qui peuvent les avoir et comment? Par exemple, que ce soit en France, moi je suis atterrée de voir que dernièrement ils ont lancé un énorme navire qui pollue comme des milliers de voitures, simplement pour des futilités, c'est-à-dire pour du tourisme, pour des croisières. Donc est-ce qu'on peut laisser faire ça quand on parle de restrictions? Et d'autre part, dans le monde, quelles actions peut-on avoir? J'avais entendu une émission, par exemple, sur les anciens puits de pétrole aux États-Unis qui fuitent, c'est-à-dire il y a une quantité de méthane hallucinante qui fuite juste par rapport à leur législation, parce que les puits ne sont pas déclarés fermés, mais qui sont déclarés en attente, et du coup ils n'ont pas d'obligation de fermer, de limiter ces fuites. Donc, est-ce que quelqu'un s'en préoccupe? Et qui? Sur la sobriété, avant, peut-être je te laisserai dire sur le bateau et les questions de sobriété. Sur cette question, en fait, ce que vous soulevez, c'est un enjeu central et ça me permet de rebondir sur ce que je disais auparavant. Nous n'avons pas de régime mondial qui règle l'énergie. Ça n'existe pas. On a une organisation mondiale du commerce qui va vous dire si vous faites telle chose à telle entreprise dans tel pays, vous pouvez passer devant un tribunal international du commerce qui va régler les questions. Nous n'avons pas aujourd'hui à l'échelle mondiale la même chose pour l'énergie. Alors c'est très embêtant parce que justement ça ne permet pas d'avoir une échelle de régulation qui permet d'avoir des réglementations édictées à l'échelle mondiale et des réglementations qui sont non seulement édictées mais qui sont aussi coercitives. Ça c'est un enjeu que beaucoup de scientifiques à l'échelle mondiale mettent en avant. Nous avons des COP qui donnent ce qu'elles donnent, nous avons une OMC, nous avons une OMS, nous avons une agence internationale de l'énergie atomique dont le métier est de dire vous pouvez faire ces choses-là ou pas ces choses-là, mais nous n'avons pas la même chose pour l'énergie. Or, si on part du principe que
L'objectif de la transition énergétique, c'est de ne pas aller à la catastrophe climatique, et que la catastrophe climatique est mondiale, on a besoin d'un régime mondial. Alors, il y a un très bon livre de science-fiction à ce sujet, parce qu'en fait ça n'existe pas, donc seule la science-fiction s'en saisit. Ça s'appelle Le Ministère du Futur, et ça se passe dans un futur très lointain, genre il fait 50 degrés en Inde, c'est impossible, c'est dans 2 ans, enfin c'était hier. Et c'est un roman de science-fiction qui imagine cette gouvernance mondiale de l'environnement et du climat, et qui adopte des mesures contraignantes, en disant on ne peut plus décider à l'échelle nationale, ça ne suffit pas, il faut une échelle internationale. Voilà, je vous invite à lire ce roman qui l'imagine, même si ça n'existe pas. Ce qui est sûr, c'est que les COP se sont rendus compte de l'inefficacité à terme des décisions, en tout cas comme c'était fondé sur l'incitation, et que le mouvement a été de dire, puisqu'on n'y arrive pas à l'échelle globale, on va essayer à l'échelle locale. Donc c'est tout un mouvement vers le décalage de l'action à l'échelle locale. Après, moi je pense que ce qui est en train de bouger en ce moment, c'est ce qu'on appelle la fenêtre d'Overton, la fenêtre d'acceptabilité des discours, qui est une approche qui s'interroge à ce qui est acceptable dans une société à un moment donné. Et je pense que ce thème de l'interdiction, en tout cas du contrôle des consommations, c'est quelque chose qui est en train d'entrer dans une forme d'acceptabilité qu'il faut encore quantifier et qualifier, mais je pense qu'on va vers l'idée que si on veut atteindre cette neutralité carbone, il va falloir encadrer et il va falloir limiter, et en particulier de ce dont parle Angélique Pahl, d'une économie de guerre, qui je pense est quelque chose vers lequel on s'achemine, en tout cas vers lequel on devrait s'acheminer, parce qu'il faut poser cette question d'interdire et de limiter la liberté. Mais ça, on a besoin des juristes aussi pour le faire, mais ils vont s'opposer très très fort à nous, dire qu'on ne peut pas du tout. En général, c'est ce qu'ils disent. S'il vous plaît, madame, tout à l'heure, vous avez évoqué le cas des éoliennes qu'on mettait en mer. Et je voulais vous demander, vous ne pensez pas que ça appelle la multidisciplinarité? Parce qu'il y a peut-être un problème d'esthétique, mais le plus grave problème, c'est que ça détruit à la fois la vie de la faune et de la végétation, et que les populations locales voient perdre aussi leur gagne-pain en ce qui concerne la mytiliculture, l'ostréiculture, etc. Cet aspect n'est pas à négliger, cet aspect environnemental. Oui, tout à fait. Il y a un ensemble de coûts environnementaux de toutes les énergies, et l'énergie éolienne aussi, qu'on n'est pas tout, en plus qu'on n'est même pas capable de qualifier. Parce que combien d'oiseaux meurent dans les pales, on sait qu'il y en a beaucoup, mais on a du mal, en tout cas les expertises ont du mal à le qualifier, et c'est un des arguments sur lequel s'appuient les opposants au déploiement des éoliennes en mer, c'est ces impacts sur la faune. Ils existent, évidemment. Il n'y a pas d'énergie qui n'ait aucun impact environnemental. C'est pour ça qu'il faut une décision collective sur quel coût, collectivement, on est prêt à accepter pour avoir de l'énergie. Et donc, est-ce qu'on veut avoir autant d'énergie ? Mais oui, évidemment, ça a un impact. Et, bonsoir. Sauf si la question d'en bas d'abord. Non, c'est bon. Je vous remercie beaucoup pour vos interventions, et je remercie aussi le FIG parce que c'est vraiment très intéressant de pouvoir voir plein de chercheurs à un même moment, et de pouvoir passer de beaucoup de questions en même temps, et en particulier sur la géographie. Et on voit ô combien aujourd'hui il y a des urgences, justement, que les géographes s'intéressent à ça. Et c'est très bien là-dessus ce que vous avez souligné. Moi, je voulais revenir justement, et je glisse sur la question, sur ce que vous venez de dire, qu'il y a toujours un impact justement des différents types d'énergie. Et je voulais revenir sur un peu la question, qui est le dada un peu français, la question du nucléaire, qui est que certains slogans politiques vont classer le nucléaire dans les énergies renouvelables et non fossiles. Et je voulais savoir comment est-ce qu'on peut sortir un peu de cette dichotomie énergie fossile, énergie non fossile, et essayer d'avancer justement, et en prenant en compte tous les échelons et toutes les relations. Vous l'avez souligné quand vous avez dit pour l'uranium, pour le nucléaire, c'est pas juste un lieu de production et un lieu de consommation, il y a plein d'autres lieux, et on en voit aussi en particulier dans notre région ici, dans le Grand Est, avec le futur site qui est en train d'être construit à Cigéo d'enfouissement de déchets nucléaires à Bure.
qui suscite encore des clivages, même côté des chercheurs, sur est-ce que c'est la meilleure solution ou pas, sur l'acceptabilité locale et justement l'emboîtement de ces échelles. Donc voilà, question un peu plus large. Merci beaucoup. Alors, question très large et surtout en fait question qui amènerait à beaucoup de débats. Alors, déjà effectivement et du coup je vais répéter ce que dit Lise, c'est que il n'y a aucune forme d'énergie qui ne consommera pas des ressources. On doit l'accepter. Toutes les formes d'énergie consommeront des ressources. Et là, c'est pour répondre à votre question sur fossile ou non fossile. C'est qu'en fait, toute forme d'énergie, à un moment donné, consommera quelque chose qui sera fossile. L'uranium, il est consommé. Le lithium, il est consommé. Le cobalt qu'on a besoin, il est consommé. Donc, toutes les formes d'énergie consomment de la ressource. La question qu'on doit se poser, à nouveau, c'est qu'est-ce qu'on est prêt à accepter ? Qu'est-ce qu'on est prêt à accepter comme consommation de ressources. Et effectivement, vous avez raison, on est rentré, mais parce que c'est une habitude et c'est bien normal, dans des dichotomies, on catégorise énergie fossile, énergie non fossile, énergie renouvelable, qui sont handicapantes parce qu'elles nous permettent pas de vraiment penser réellement quelles sont les conséquences des choix qu'on peut mener concrètement. Et en plus, très souvent, en réalité, la catégorisation, c'est un enjeu politique. Le fait de vouloir dire que telle énergie est-ce que le bois, c'est énergie renouvelable ? Sur la catégorisation européenne, oui. Si je prends la catégorisation belge ou néerlandaise, non. Ça tombe pas dedans parce que c'est renouvelable, mais sur une temporalité qui est tellement longue que ça compte pas comme du renouvelable. Donc en fait, il faut qu'on fasse attention et je pense que nous, on utilise ces catégorisations pour les étudier. Finalement, on se demande comment est-ce qu'on en est venu à avoir ces catégories-là. Je pense que pour penser la transition énergétique comme un enjeu politique, on doit en fait sortir de ça. Ça, c'est la première réponse. La deuxième réponse, elle est aussi, et elle est centrale là pour le géographe, c'est quelle est la métrique. Tu parlais de métrique auparavant. Quelle est la métrique avec laquelle on doit analyser les conséquences de nos choix énergétiques ? Est-ce que la métrique, c'est la tonne équivalent CO2 ? Parce qu'aujourd'hui, c'est la métrique principale. C'est-à-dire que et ça, c'est un excellent chercheur allemand qui s'appelle Stefan Eikut qui a expliqué que ça s'appelle la climatisation des débats. Notre objectif principal, c'est le climat. Et donc la métrique, c'est la tonne équivalent CO2. Mais est-ce que c'est cette métrique unique qu'on doit suivre ? Est-ce qu'il y a d'autres métriques qu'on doit évoluer ? Est-ce que c'est des questions de redistribution de richesse qu'on doit prendre en compte ? Est-ce que c'est des questions de biodiversité qu'on doit prendre en compte ? Est-ce que c'est des questions de consommation d'espace qu'on doit prendre en compte ? En fait, ça, c'est un débat sur lequel les géographes peuvent dire « Attention, cette métrique-là, elle est importante, mais d'autres métriques peuvent révéler d'autres situations sociopolitiques qui sont tout aussi importantes pour penser les conséquences des transitions énergétiques. » Et là, on revient sur la question de la temporalité. C'est clair que pour nous, ça nous prend du temps de dire ça, mais c'est important de le dire. Que finalement, la tonne équivalent CO2, c'est peut-être pas la métrique principale ou l'unique métrique qu'on doit avoir. Je ne sais pas si c'est à moi, peut-être. Oui. C'est une question pour Lise. Vous avez dit que la transition énergétique réussirait par le bas, en quelque sorte, grâce à l'impulsion donnée par les collectivités locales et par les réalisations au plus près des populations. Ma question, c'est de savoir si est la suivante: est-ce que ce savoir expérientiel, vous pouvez l'intégrer dans vos recherches, ou est-ce que vous en tenez à une recherche fondamentale ? Et puis, y a-t-il vraiment quelque chose à tirer de ces réalisations locales ? Pour connaître un peu certains SRADET ou PCAET lorsqu'ils existent, j'ai pas l'impression que ce soit des documents toujours très novateurs et toujours très au fait des grands enjeux du domaine. Oui, bien sûr, c'est pas du tout des documents qui sont parfaits. Ce que je voulais dire, déjà, je pense pas que la transition va réussir par le bas. Je pense pas non plus que ça suffise. Mais ce que je voulais dire, c'était que on observe une montée en compétences très rapide des collectivités locales, même par rapport à il y a 2 ans, même par rapport à il y a 3 ans. Ils sont en train de se former et d'avoir des compétences qui leur permettent de faire des choses ambitieuses. Proposer des choses ambitieuses, ça ne veut pas dire avoir un relais dans les élus locaux. C'est-à-dire que ce que m'avait dit une chargée de mission climat-énergie, c'était: je peux faire le meilleur plan que je veux, tant que je n'ai pas un élu derrière qui va défendre mon plan, ou au moins cette action, ou au moins cette piste cyclable, personne ne va la construire. Et donc il y a cet enjeu de relais politique et derrière de
comment on dit, de réseau et de capacité de mettre en œuvre et à un moment de faire des arbitrages qui n'existent parce que des élus auront été élus sur un mandat avec une dimension environnementale et qui pour l'instant n'est pas du tout le cas dans la majorité des collectivités locales. Voilà, je pense. Oui. J'ai une grande question qui est, par exemple, quand on est passé du cheval au pétrole, voiture, etc., les États, le législateur, etc., ont accompagné cette transformation, qui est à la fois une transformation technologique et une transformation sociétale, d'acceptation, etc. On n'a jamais entendu dire qu'à partir de 1910 ou 1920, on ne voulait plus voir un seul cheval dans les rues. Là, on est en train de dire 2035, plus de voitures moteur à combustion. Alors, je prends le secteur du transport, mais dans le secteur de l'énergie, c'est pareil. Développer les énergies, faire du 100% énergie renouvelable ou un mix nucléaire énergie renouvelable, ça repose essentiellement sur l'acceptabilité de ces choses-là par les populations. Vous l'avez dit, maîtrise de l'espace, etc. Acceptabilité. Je me pose la question, il me semble que c'est la première fois dans l'histoire où tout à coup, un politique au sens large du terme, dit « Ah, allez hop, on va passer brutalement d'un système à un autre ». Et vous avez montré toute la complexité qu'il y avait à le faire. Toute notre société est construite aujourd'hui autour du pétrole. J'ai l'impression que personne n'y croit en 2035, personne n'y croit en 2050. Comment vous voyez les choses là? Comment vous voyez ce paradoxe et cette espèce d'illusion que l'on entretient? Peut-être qu'on prend la deuxième question, parce qu'il nous reste 2 minutes pour boucler la table ronde. Donc on prend la deuxième question qui avait tout au fond de la salle là-haut, et comme ça vous répondrez aux 2 questions en même temps. Oui, bonjour. Je voulais avoir votre point de vue en tant qu'universitaire sur la Convention pour le climat qui est passée il y a quelques années. Voilà ce que vous en avez retenu. Merci. Il vous reste 2 minutes. Très rapidement, juste sur votre question, en fait, ce que vous soulevez, c'est un point qu'on évoque et qu'on a un peu évoqué, qui est l'action de la temporalité. Ce que vous évoquez, c'est la temporalité du politique. La temporalité du politique, c'est une temporalité d'une réponse à une demande politique, c'est une temporalité des fois, une stratégie aussi, de vouloir montrer qu'on est dans l'action, montrer qu'on est dans le proactif. Ce qui est très clair, et vous avez raison, ce qui a été montré assez bien par nos collègues historiens qui travaillent sur les transitions qui ont pu exercée auparavant, c'est qu'une transition, elle n'est jamais brutale. Elle ne peut pas l'être. C'est pour ça qu'en fait, en réalité, j'ai des collègues qui commencent à dire qu'il faut qu'on arrête de parler de transition énergétique, mais qu'on parle d'adaptation énergétique. Parce qu'une adaptation, c'est un phénomène qui est sur des temps qui sont plus longs, qui demande de l'acceptabilité ou de l'acceptation, comme vous avez dit. Mais ce qui est très très clair, c'est qu'en fait, sauf à prendre des décisions coercitives directes, il n'y a que de l'adaptation et pas de la transition brutale. Et sur la convention sur la convention, alors je suis totalement incompétent pour répondre à cette question. Je suis vraiment désolé. Je sais pas, Lise, toi, si tu as... Déjà, sur la première question, je suis tout à fait d'accord. Les chercheurs sur les transitions, je crois qu'ils choisissent soit d'être optimistes, soit pessimistes. S'ils sont pessimistes, ils disent que les transitions, elles sont portées par l'opportunité. Parce que le pétrole est là, il est facile, on le sort. Et ceux qui sont optimistes disent non, elles sont portées par le problème, par la réponse au problème. Du coup, suivant dans quel cadre de pensée on pense, opportunité ou problème, on voit la transition comme quelque chose qu'on peut faire advenir ou quelque chose qui n'a aucune raison d'être différent des non-transitions passées. Après, sur la Convention citoyenne pour le climat, je pense que ce qui est très positif, c'est que ça montre que quand on tire des gens au sort sur l'ensemble de la société française, on a des réponses qui sont ambitieuses. Et qui sont très proches. Alors bon, les activistes environnementaux que je connais sont un peu énervés en disant c'est ça qu'on dit depuis 20 ans, pourquoi est-ce qu'il faut qu'on attende de tirer des gens au sort pour dire la même chose que nous, pourquoi vous ne nous avez pas écouté avant, pourquoi leur légitimité à eux de tirer au sort est plus forte que la nôtre. N'empêche qu'à la fin, ils ont proposé des mesures qui sont fortes, qui n'ont pas été reprises, c'est un autre débat, mais qui sont fortes et qui sont ambitieuses, et ça je trouve que c'est positif. Merci beaucoup, on va s'arrêter là puisqu'il est l'heure.
Bonne suite de festival à tous.